Est-ce que nous sommes en train de faire face à la fin de l'utilisation des bombes planantes sur le champ de bataille en Ukraine? Alors, si vous suivez la guerre en Ukraine depuis quelque temps, vous savez certainement que les bombes planantes ont vraiment été un des avantages comparatifs de la Russie dans cette guerre. Il y en a plein d'autres, mais on va dire qu'il y a vraiment deux avantages comparatifs russes par rapport à l'Ukraine. C'est tout d'abord la démographie russe avec 143 millions d'habitants face à 40 millions d'habitants ukrainiens avant la guerre et l'utilisation massive des bombes planantes sur le champ de bataille qui ont vraiment explosé depuis février 2023 et c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit le début des avancées russes sur le champ de bataille qui arrivent de manière précise à frapper des positions ukrainiennes. Mais il n'empêche, depuis quelques temps, depuis plus ou moins cet hiver, on a vu un ralentissement de l'utilisation de ces bombes planantes sur le champ de bataille. J'avais fait une vidéo à ce moment-là, plus ou moins, et on avait grosso modo trois explications pour expliquer cette diminution de bombes planantes. La première, c'était tout simplement les conditions météorologiques, étant donné que les bombes planantes ont besoin des drones russes pour coordonner leurs frappes, étant donné qu'il y a du brouillard, il y a de la pluie et que les drones peuvent voler de manière moins efficace sur le champ de bataille. On a vu à ce moment-là une diminution assez importante de l'usage. La deuxième raison qu'on avait expliquée dans cette vidéo, qui est d'ailleurs en lien dans la bio, on parlait du fait que grâce à l'autorisation donnée par les Américains d'utiliser les ATACMS contre le sol russe, on avait vu un repli petit à petit des aérodromes sur le champ de bataille. Enfin, grosso modo, les aérodromes étaient plus en retrait par rapport à ce qu'il était d'habitude. Du coup, ça diminuait tout simplement les missions russes qui se faisaient sur le sol ukrainien. Parce qu'en gros, pour lâcher une bombe planante, il faut être plus ou moins à 40 km du front ukrainien pour le faire. Et la troisième raison qu'on avait expliquée, c'était l'intensification de la guerre électronique menée par les Ukrainiens. Et du coup, la question qu'on se posait dans cette vidéo, c'était de savoir, est-ce qu'avec l'arrivée des beaux jours, avec le printemps, est-ce qu'on va pas avoir justement une augmentation de l'utilisation des bombes planantes, surtout que les Russes sont friands d'offensives de printemps et d'été. D'ailleurs, actuellement, et je ferai une vidéo sur le sujet, il y a quand même des poussées pour l'instant sur le front sud. Il y a des volontés de tatiller un peu les frontières de l'oblast de Soumy après le retrait ukrainien de l'oblast de Koursk. Donc on voit quand même que les Russes essayent d'être plus ou moins à l'offensive. Bon, les Ukrainiens de leur côté aussi arrivent à pousser plus ou moins autour de Pokrovsk, autour de Kupiansk, etc. Mais force est de constater que les bombes planantes sont toujours absents du champ de bataille alors qu'il fait relativement beau. Et alors la réponse, on la trouve dans des sources russes elles-mêmes, parce que je sais, en général, je suis traité d'horrible propagandiste de LCI, mais pour une fois, je vais vous sortir des sources russes qui je trouve assez intéressantes, et ça vient du groupe, enfin pas du groupe, mais ça vient de la chaîne Telegram d'un pilote russe qui s'appelle Fighter Bomber, qui parle justement de la difficulté que les Russes ont actuellement d'utiliser les bombes planantes sur le sol ukrainien, et on remet en question justement les capacités de l'aviation russe et pose des questions et bien sûr aussi des méthodologies à suivre pour pouvoir régler le problème. Et le problème, en fait, il est assez simple, c'est vraiment la question de la guerre électronique. Et dans la vidéo que j'avais fait il y a pratiquement 2-3 mois sur le sujet, c'était vraiment la question qui était restée en suspens. Est-ce que les Ukrainiens vont être capables de monter en puissance dans leur guerre électronique et continuer à garder un avantage comparatif pour justement bloquer les bombes planantes, ou simplement les Russes vont être capables de contrecarrer la guerre électronique ukrainienne. Et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, on voit que les bombes planantes maintenant arrivent à être déroutées de leur route pour être envoyées dans des champs, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas efficaces, parce que bon, les Russes n'ont pas non plus le souci de la précision, comme on peut le voir avec le bombardement massif que les Russes font des villes comme Soumy ou Kharkiv à la bombe planante, ou tout simplement les villes comme Kramatorsk, Konstantinivka sur la ligne de front, qui sont des villes qui sont à 20-30 km de la ligne de front. Donc on voit quand même qu'il y a une utilisation importante des bombes planantes. Là, le but, c'est de terroriser les populations civiles. C'est pas tant d'avoir des objectifs stratégiques précis. Par contre, quand on est sur une ligne de front et qu'il faut taper une tranchée ukrainienne, ou qu'il faut, je sais pas, taper un centre de commandement ukrainien, là, pour le coup, il faut avoir une précision, pas forcément au millimètre près. C'est pas des canons César, c'est pas des attaques AMS, mais il faut avoir quand même une précision à quelques mètres. Et là, c'est là où on voit que les Ukrainiens ont réussi à dérouter, à jammer grosso modo l'envoi de bombes planantes sur les positions ukrainiennes. Et on va lire ensemble ce que raconte ce pilote russe, parce que je trouve que ça a quelque chose de très édifiant dans la manière dont on peut concevoir le futur de la guerre en Ukraine. Et du coup, ce pilote russe commence son analyse de la manière suivante.
Que se passe-t-il dans l'aviation laotienne, ce qui est un peu un nom de code pour parler de l'aviation russe? Eh bien, probablement rien de nouveau. On vole, on tire, on bombarde, on lance, on gagne. Le nombre moyen d'heures de vol par mois et par équipage est désormais légèrement supérieur à ce qui était auparavant sur une année entière. Mais il y a un hic. L'âge d'or du divin UMPK, donc UMPK, bombe planante en russe, s'est avéré de courte durée. En fait, j'avais écrit il y a longtemps, bien avant la guerre à grande échelle, que l'Ukraine finirait par trouver une contre-mesure contre l'UMPK et qu'il fallait agir en amont. Alors là, il est intéressant de voir qu'il utilise le terme de guerre, alors que Vladimir Poutine n'utilise que le terme d'opération spéciale et qu'une personne en Russie qui utilise le terme de guerre est en général envoyée en prison. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a aussi au sein de parfois des blogueurs, hein. Moi à titre personnel, il y a des blogueurs russes que je suis, alors je fais très attention à ce qu'ils racontent, parce que le but c'est pas de se faire un fox, mais par contre ce qui est intéressant c'est de prendre ce que racontent les blogueurs russes et croiser les sources, toujours important de croiser ses sources d'ailleurs, c'est même la base même du journalisme ou tout simplement de l'analyse, on croise ses sources, du coup tout ça pour dire que il est parfois intéressant de lire les blogueurs russes et de croiser les sources avec ce qu'on peut voir en OSINT, de ce qu'on peut voir dans la presse internationale, dans ce qu'on peut voir de certains experts qui passent leur journée à étudier ce sujet. Par exemple aussi des groupes d'OSINT qui font des mappages de cartes au jour le jour. Donc c'est intéressant de tout croiser. Donc moi, je ne suis pas le dernier à utiliser des sources russes. Bien sûr, je ne vais pas utiliser Canal Oden ou un discours de Soloviev pour me faire une opinion, mais par contre, quand on a des sources russes plus ou moins indépendantes, je trouve que ça mérite d'être écouté. Et du coup, le blogueur russe continue, qui rappelons-le est un pilote, continue et il raconte: il ne fait aucun doute que les UMPK ont joué un rôle massif et ont littéralement sauvé les forces aérospatiales russes de pertes énormes, mais rien ne dure éternellement. Les bombes continuent de voler, les cibles prévues sont touchées, tout le monde est occupé, les graphiques dans les représentations sont plus jolis que jamais, et le nombre de missions et de cibles détruites dans les rapports est si grand que les officiers les lisent en retenant leur souffle, versant parfois une unique et noble larme. Donc là, ils se moquent grosso modo des rapports qui sont faits par les soldats à leur commandement, qui sont des rapports grossis en disant on a tué autant d'Ukrainiens, on a frappé telle et telle cible, etc. etc. Bon, ça c'est un peu le problème en général aussi des États autoritaires, c'est que les chaînes de commandement n'ont pas forcément un retour d'expérience suffisamment parfois bon. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu au début de la guerre. Alors les Russes se sont vachement améliorés par rapport à ça, mais au début de la guerre, tout était rose, Kiev a été pris en 3 jours, l'opération spéciale se déroulait comme prévu, etc. etc. Et ce qui se passait, c'est que grosso modo, les commandants sur place n'osaient pas remonter les informations au chef d'état-major, qui lui aussi avait peur de faire remonter les informations au ministère de la Défense, qui lui-même avait peur de faire remonter les informations à Poutine lui-même. Donc c'est aussi le grand problème des États autoritaires, c'est que les États autoritaires sont peut-être plus rapides dans la capacité d'action, la capacité de prendre des décisions. Par contre, nous, les démocraties, le grand avantage qu'on a, et c'est un avantage qu'on a aussi en Ukraine, c'est que par contre, les problèmes, on les repère plus rapidement et on les fait remonter plus rapidement. Alors ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés du jour au lendemain. Par contre, étant donné qu'il y a une parole plus libre, il y a des retours d'expérience et aussi des problèmes à régler et des problèmes qui sont repérés, qui sont traités plus rapidement. Parfois pas, mais en général, les problèmes sont réglés plus rapidement quand ils peuvent être traités. Par contre, quand c'est des problèmes beaucoup plus systémiques liés à tout simplement l'organisation d'une structure, bon là, ça peut poser un problème. S'il y a aussi bien sûr des gens à l'intérieur, c'est notamment le cas de la corruption par exemple, qui essayent d'entraver le retour d'expérience, le retour d'information, bon là, ça peut prendre des tournures différentes, mais de manière générale, il y a quand même un grand avantage de la démocratie par rapport à la dictature, c'est que la démocratie est plus transparente, tandis que les dictatures ne le sont pas du tout, c'est même l'essence des dictatures, c'est qu'elles ne sont pas transparentes, ce qui parfois peut créer des réalités parallèles entre ce que pense le haut commandement et ce que vivent les soldats sur un champ de bataille. Et dans la suite du message, donc Fighter Bomber raconte qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Il raconte ça avec ironie en se moquant du fait que bien sûr, tout va bien dans le meilleur des mondes en Russie et que la guerre avance comme prévu, etc. Et comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, il raconte que en fait, c'est pas du tout le cas. Ce qui se passe, c'est que les Ukrainiens ont réussi à développer des capacités de guerre électronique très importantes, qu'ils arrivent à bloquer, brouiller les bombes planantes et que leurs missions sont quand même beaucoup moins couronnées de succès qu'elles l'étaient par le passé. Et du coup, il pose des questions de dire comment est-ce qu'on peut régler ce problème. Et du coup, lui, de son côté, il propose des
des marches à suivre, notamment arrêter de voler pour juste voler et de larguer des bombes juste pour larguer des bombes, se concentrer sur moins de cibles mais avec plus du MPK par cible, accepter l'axiome qu'aujourd'hui une seule UMPK ne touche une cible que par accident ou sur un champ de tir. Donc ça c'est très intéressant de voir que maintenant, c'est lui qui le dit, l'envoi de bombes planantes rate leur cible automatiquement. Alors sur les grandes villes, il n'y a pas vraiment de cible à part frapper les villes et frapper, d'ailleurs encore une preuve que les Russes frappent les villes ukrainiennes avec des civils juste pour le fait de frapper des villes ukrainiennes avec des civils, étant donné qu'il n'y a pas de précision particulière. Donc c'est intéressant de voir que aussi eux de leur côté ils reconnaissent le fait que en fait quand ils tirent des bombes planantes, il n'y a aucune volonté de frapper correctement une cible militaire. On lance et advienne que pourra, on frappe ce qu'on peut frapper. Après, il propose aussi que reconnaître cette réalité dans les rapports des commandants, donc faire remonter l'information, donc est-ce que ça va arriver, c'est une grande question. Développer des munitions avec guidage laser utilisant des drones pour l'illumination des cibles, donc ça pourrait être très intéressant aussi pour les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens aussi utilisent des bombes planantes de manière moins importante. Après, ils ont plus tendance à utiliser des bombes planantes françaises. Il y a eu aussi à un moment, si je ne me trompe pas, l'utilisation de JDAM, qui sont un peu l'équivalent des bombes planantes américaine. Et après, il finit son message que je trouve assez cocasse en disant « Ah, et juste pour répéter, tout cela se passe au Laos, Russie, tout va bien de notre côté, l'ennemi n'a aucune capacité de guerre électronique, si un UMPK ou un missile rate sa cible, c'est entièrement de la faute du pilote, chaque bombe et missile que nous lançons touche sa cible, demandez à n'importe quel officier de grade général ou plus, ils vous le jureront. » Et d'ailleurs, c'est intéressant, et d'ailleurs, je pourrais faire une vidéo par rapport à ça, aussi dans le dernier message, enfin de manière générale, le mécontentement profond qu'il y a actuellement dans l'armée russe, parmi les soldats, qui sont de plus en plus mécontents de la manière dont la guerre est gérée par le Kremlin, notamment la question autour... parce que, bien sûr qu'un diplomate de haut niveau, comme un Sergueï Lavrov ou même un Poutine, lui, il voit un peu la great picture sur le fait qu'il faut maintenant arriver à des négociations et grappillons ce qu'on peut grappiller. Et si on doit récupérer la mer Noire ou un cessez-le-feu en mer Noire, essayons de limiter les impacts sur les infrastructures énergétiques. D'ailleurs, mon collègue Sébastien Gobert a fait une très bonne vidéo sur les pourparlers qui parle justement du fait que pour l'instant, les négociations profitent beaucoup plus la Russie que l'Ukraine, étant donné que c'est la Russie qui a perdu en mer Noire et qui arrive à récupérer un droit de passage en mer Noire, et que c'est les Russes qui avaient un intérêt à ce qu'on arrête la guerre énergétique, étant donné que là, on rentre dans les bons mois en Ukraine, il commence à faire de plus en plus beau, et que de toute manière, les Russes n'attaquent pas en été les centrales énergétiques ukrainiennes, étant donné que elles tournent beaucoup moins et qu'il n'y a pas de menace de shutdown électrique en Ukraine à ce moment-là, étant donné que le réseau électrique est quand même moins sous tension qu'il ne l'est pendant l'hiver, et que au contraire, les Russes de leur côté ont un intérêt quand même assez important à ce que les Ukrainiens arrêtent de bombarder leurs centrales et leurs raffineries de pétrole avec des drones, parce que il y a quand même 10% de leur chiffre d'affaires qui a fondu comme neige au soleil à cause des attaques ukrainiennes contre les centrales énergétiques. Par contre, je ne suis pas sûr que Sergueï et Vassili, respectivement dans le Donbass depuis 2 ans, seraient ravis de voir aujourd'hui les Russes faire un cessez-le-feu sur la ligne de front, alors qu'ils n'ont pas beaucoup avancé depuis 2 ans et demi. Et donc je pense qu'il y a aussi ce ressenti qui est en train d'arriver de plus en plus. C'est quelque chose que je lis de plus en plus sur les chaînes Telegram des soldats russes, sur les chaînes Telegram des 1000 blogueurs russes. C'est très intéressant de voir qu'il y a vraiment un mécontentement profond actuellement. Et donc c'est aussi quelque chose que nous montre cette chaîne Telegram de Factor Bomber qui montre justement que non, il y a des problèmes dans l'armée russe. Les Ukrainiens ont réussi à pallier au problème des bombes planantes. On va voir ce que ça va donner. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un équilibre qui se fait. C'est que sans les bombes planantes, les Russes ne peuvent pas casser les défenses ukrainiennes. Du coup, il faut qu'ils envoient plus de midwave pour pouvoir être capables de monter à l'assaut et prendre les positions ukrainiennes. Mais en même temps, les Ukrainiens de leur côté ont fait des campagnes de mobilisation en 2024 qui leur a permis de pallier aux problèmes de recrutement et avoir une armée un peu plus garnie par rapport à l'armée russe. Les Russes de leur côté ont quand même perdu beaucoup d'hommes.
ils ont des capacités de recrutement limitées par rapport à ce qu'ils avaient il y a encore quelques mois. Ils ont monté les primes, maintenant, enfin, même moi, limite, franchement, quand je vois les primes des soldats russes pour s'engager, si je ne savais pas que c'était signé pour une mort assurée, je pense que je tenterais presque le coup, vu comment on est payé comme journaliste. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est pratiquement sur un équilibre. Alors, je ne vais pas dire qu'on est sur un équilibre. Les Ukrainiens souffrent, les Russes frappent, mais les Russes, sans leur avantage comparatif, aussi bien de bombes planantes que de ressources humaines, bah, je pense que là, ça va être difficile pour les Russes de vraiment monter à l'assaut et de gagner du terrain. Donc, ce serait intéressant de voir ce que ça va donner. Moi, à titre personnel, je ne suis pas confiant sur le fait qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir un changement sur la ligne de front. Par contre, c'est là où justement toute la diplomatie se met en place. C'est là aussi où le fait d'avoir une alliance russo-américaine, alors c'est la première fois que je dis l'alliance russo-américaine de ma vie, donc ça sort un peu de manière bizarre de ma bouche, mais objectivement, Donald Trump est du côté des Russes. Je pense que ce serait faux de le nier, par malveillance ou par ignorance ou par incompétence, sûrement un peu des trois. Voilà, toutes les questions vont se poser. Après, l'Amérique n'est pas non plus l'Amérique de 1945, la Russie n'est pas l'Union soviétique de 1945, et l'Europe n'est pas l'Europe de 1945, et l'Ukraine est encore moins l'Ukraine de 1945. Donc il y a des équilibres qui se font. Bien sûr, le tandem russe-Amérique, c'est quand même un gros mastodon qui pèse. Mais bon, pour l'instant, en tout cas d'un point de vue militaire, les choses, à mon sens, ne vont pas tant évoluer que ça. Et la preuve de la fin, peut-être potentielle, il y aura sûrement une parade à un moment ou à un autre, ukrainienne, russe, peu importe, mais en tout cas la fin peut-être potentielle de l'utilisation des bombes planantes sur le champ de bataille est un coup dur pour les Russes et montre aussi encore une fois la capacité d'innovation et de résilience de l'armée ukrainienne. Mais bon voilà, je vous laisse sur cette réflexion, j'espère que vous passez une bonne journée et on se retrouve bientôt, bien sûr, pour une prochaine vidéo.